Et nous allons regarder ensemble ce qu'a produit le Conseil d'orientation pour l'emploi. Je pense notamment au rapport intitulé Automatisation, numérisation et emploi. Quels sont finalement les grands enseignements de ce rapport, chère Marie-Claire? Bonjour à toutes et à tous. Je voulais d'abord vous remercier de votre accueil. Vous dire que ça a été évoqué ce matin que l'UDES est membre du Conseil d'orientation pour l'emploi. Et on s'en réjouit, parce qu'il ne suffit pas d'être membre, mais non seulement l'UDES est membre, mais par la voix de Duc Vidor, l'UDES est très engagée dans nos travaux, participe activement et apporte un éclairage toujours utile dans le travail d'expertise et dialogue social que nous menons, puisque le Conseil d'orientation pour l'emploi, pour celles et ceux qui ne le connaîtraient pas tout à fait, est une instance qui rassemble tous les acteurs de la politique de l'emploi, c'est-à-dire les partenaires sociaux, l'État, les représentants des collectivités locales, mais aussi pour leur expertise des économistes, des chercheurs, des DRH. Et on essaie de travailler ensemble pour élaborer des diagnostics partagés et faire ensemble des propositions communes sur le terrain de l'emploi. Et donc, je suis effectivement venue aujourd'hui vous présenter les résultats de notre dernier travail pour éclairer un peu vos réflexions sur l'emploi et essayer d'envisager les perspectives de l'emploi dans l'ESS au regard de cette nouvelle révolution technologique. On a fait donc cette étude très récemment et pour aujourd'hui, on a fait un travail un petit peu complémentaire. On a essayé de prendre les caractéristiques de l'économie sociale et solidaire et de l'emploi au sein de l'ESS pour essayer de vous donner des informations qualitatives et quantitatives sur l'impact de la numérisation, de l'automatisation sur l'emploi dans l'ESS. Alors on est là sur de la projection, de la prospective et on enchaînera tout à l'heure, on verra, on challengera un peu la façon dont vous vous situez ou pas dans ces perspectives. Donc pourquoi c'est un débat qui fait un petit peu rage aujourd'hui, hein, les questions de fin du travail, de suppression d'emplois massives liées à l'économie, non pas à l'économie sociale et solidaire, mais à l'automatisation, à la numérisation. Il y a eu des études qui ont été entreprises et qui ont fait grand bruit, hein, notamment une étude de Frey Osborne qui a évalué à 47% le potentiel de destruction d'emplois lié à l'automatisation, à la numérisation. C'est un débat qui est récurrent. Hein. Chaque fois qu'il y a eu une révolution industrielle, il y a eu des oppositions au sein des économistes entre des gens qui pensaient que... Keynes disait, je cite pas de mémoire au mot près, mais il disait, à l'époque de Keynes, donc, il disait, je ne vois pas avec la vague d'innovation que nous connaissons aujourd'hui, comment on va pouvoir employer tout le monde. Donc, et de l'autre côté, il y a toujours eu des gens qui ont dit l'innovation technologique, le progrès technologique détruit les emplois, mais il y a du potentiel de création qui est supérieur. Destruction créatrice. Donc, dans ce débat public un peu marqué par des chiffres extrêmes et puis de fortes inquiétudes, on a voulu y réfléchir ensemble et un diagnostic partagé est très important. Et on a cherché à apprécier... c'est pas, les slides ne passent pas, non, c'est pas grave. Non, mais on rattrapera. Ça marche? Les voilà. Oui, on a essayé d'apprécier les effets de l'automatisation et la numérisation, non seulement sur le volume de l'emploi, en essayant d'examiner l'impact, le côté destruction, mais aussi création d'emplois, parce que c'est toujours le volet qui est oublié, sur la structure de l'emploi, la composition, et sur sa localisation. Et on a fait comment ? On a d'abord fait une revue de la littérature économique, de toutes les études qui ont été entreprises de ces deux-là pour analyser l'impact du progrès technologique passé. Et puis, on a conduit une étude quantitative pour essayer de voir ce qu'on peut attendre dans l'avenir. Donc, qu'est-ce qu'on voit du passé ? On voit, enfin, vous le savez tous aussi bien que moi, après les dernières révolutions technologiques, l'emploi, il a toujours augmenté. Mais il y a eu des études qui ont été conduites aussi au cours des 20 dernières années pour essayer d'individualiser, d'identifier l'impact du progrès technologique, donc numérisation déjà, sur l'emploi. Et contrairement à des idées reçues, et même si toutes les études ne convergent pas, l'effet
isolé du progrès technologique sur l'emploi au cours des 20 dernières années a été positif, globalement. Ça, c'est un premier enseignement. Pour l'aspect prospectif, donc il y a eu plusieurs études qui ont été conduites et qui aboutissent à des chiffres très très différents. Donc l'étude de Frey-Osborne qui était sur données américaines et qui aboutissait à la conclusion que 47% des emplois allaient être détruits dans les 10-15 prochaines années, a été transposée sur des données françaises. Enfin, cette méthode-là a été transposée sur des données françaises par Roland Berger, et eux, ils arrivent à 42%, qui est aussi un chiffre massif. On a une étude conduite par des chercheurs de l'université de Mannheim pour le compte de l'OCDE qui, elle, dit 9%, et une autre qui a été menée par un chercheur à France Stratégie qui dit 15%. Pourquoi on a des résultats si hétérogènes? Tout simplement parce que les méthodes ne sont pas les mêmes. Et de notre point de vue, la méthode qui a été utilisée par Frey-Osborne, donc celle qui aboutit à 47% ou à 42% pour la France, elle est vraiment très biaisée parce qu'elle considère que le progrès technologique s'attaque à un métier dans sa globalité. Si je suis, je dis n'importe quoi, je suis serveuse dans un restaurant, s'il y a du progrès technologique et que le progrès technologique impacte un peu de ce que je fais, non, tous les gens qui sont serveurs dans les restaurants vont voir leur boulot supprimé. Et donc, il y a ce premier biais, hein, ils pensent que le progrès technologique impacte les métiers, et il y a un deuxième présupposé qui, à notre avis, est inexact, c'est que tous les gens qui ont le même métier font la même chose, ce qui est, dans la vraie vie, quand on y réfléchit moins de 2 secondes, est pas vrai. Donc c'est pour ça que cette étude, à notre avis, maximise énormément le potentiel de suppression. L'étude qui a été conduite par les chercheurs de Mannheim est plus subtile. Ils sont partis de l'enquête PIAC de l'OCDE, qui s'intéresse à la réalité des compétences mobilisées par les individus dans ce qu'ils font. Et là, on arrive à un chiffre qui est de 9%. Donc, ça, c'est les études existantes sur les suppressions. Mais il y a aussi un potentiel de création d'emplois. Il est d'une double nature. Des emplois qui sont directement liés à l'usage des technologies, à leur installation, à leur développement. Et puis des emplois indirects, comme on en a connu par le passé, qui sont liés à l'émergence d'innovations, de nouveaux produits, par exemple, qui ne se substituent pas à des anciens, ou à des gains de productivité qui permettent des gains de part de marché. Dans une économie globalisée, ça a son importance. Voilà, donc il y a un potentiel de création d'emplois qui est évidemment beaucoup plus difficile à quantifier, puisque on sait ce qu'on perd, mais on ne sait pas ce qu'on gagne. Et les nouveaux services, les nouveaux produits, on ne sait pas bien les anticiper. Ce qui est important, le troisième élément qui a été mis en évidence par notre rapport, c'est le constat d'une profonde modification, et ça vous intéresse, je pense, de la structure de l'emploi au cours des 30 dernières années, qui est lié en partie à la diffusion de technologies d'automatisation et technologies numériques. Une évolution qui a surtout profité aux plus qualifiés. Donc avec une validation de l'hypothèse selon laquelle le progrès technologique profite plutôt aux très très qualifiés, et une validation aussi de l'hypothèse selon laquelle le progrès technique, il favorise les tâches non routinières, et on en trouve ô combien dans votre secteur, hein, des tâches qui exigent de l'interaction sociale, de la créativité, etc. Donc ça, ces données vous interpellent, je pense. Et donc une structure de l'emploi qui évolue plutôt vers de l'emploi très qualifié et de l'emploi non routinier, qu'il soit ou non qualifié. Et une complexification, l'autre évolution des métiers, avec des compétences beaucoup plus transversales, des compétences d'interaction, etc., qui sont beaucoup plus valorisées. Et pour la suite, effectivement, vous pouvez passer à la slide suivante, on pense, nous, on le pense parce qu'on l'a étudié, que la modification de la structure de l'emploi devrait continuer d'abord à bénéficier aux plus qualifiés.
Il y a un aspect qui vous intéresse aussi, c'est celui de la localisation, hein, compte tenu de l'imbrication si étroite de vos structures avec les territoires. Et c'est un sujet qui est fort peu évoqué quand on parle de numérisation, d'automatisation, imprimante 3D, etc. Dans les 20 dernières années, on a constaté que la numérisation, elle a favorisé une fragmentation des activités de la production et donc plutôt des délocalisations. Ce mouvement, il devrait se poursuivre, mais à notre avis, les nouvelles vagues d'innovation qui favorisent un rapprochement avec le client, l'utilisateur final, des technologies comme l'impression 3D, pourraient permettre des relocalisations d'activités. Elles ne sont pas encore flagrantes, mais nous, on pense que c'est un aspect vraiment à prendre en considération par vous, par les décideurs publics. Les données de localisation de l'emploi avec la numérisation, elles peuvent être, enfin, les paramètres de choix de localisation peuvent être bouleversés. Je vais passer sur la slide suivante parce que je ne voudrais pas prendre la matinée et présenter les conclusions de notre étude. Nous, on a pris aussi, on a fait comme les chercheurs de Mannheim, on a pris l'enquête conditions de travail. On s'est intéressé à la réalité de ce que les gens font et on a... Je ne vais pas vous l'exposer dans le détail, on a pris certaines questions de l'enquête conditions de travail qui illustrent la plus ou moins grande flexibilité requise dans le travail qu'on fait, la capacité d'adaptation, la nécessité de pouvoir résoudre des problèmes de façon autonome, etc. Donc on a pris l'emploi total, on a isolé certaines questions et on a regardé les réponses des gens à ces questions. Et en fonction de la réponse de chaque individu à ces questions, on a construit un indice d'automatisation. Enfin, voilà, je vous la fais un peu courte. Et ensuite, on a regardé quels étaient les emplois concernés. Alors, les conclusions de notre étude, c'est que moins de 10% des emplois existants en France, moins de 10%, on n'a pas voulu donner un chiffre exact, ça n'aurait pas de sens. Ce n'est pas parce qu'un emploi est automatisable qu'il va être automatisé, etc. Donc, pas de magie des chiffres, a fortiori d'un chiffre extrêmement précis. On veut donner un ordre de grandeur. Ça montre que moins de 10% des emplois présentent des vulnérabilités telles qu'ils seraient menacés en cas d'automatisation, de numérisation, enfin, avec la vague technologique. En revanche, et c'est là la principale leçon de l'étude, qui montre que c'est surtout un enjeu de profonde transformation, et ça, je crois que ça vous concerne au premier chef, puisqu'on arrive à la conclusion qu'environ la moitié des emplois actuels seraient transformés dans leur contenu de façon significative. Ça veut pas dire que l'emploi est détruit, ça veut dire qu'on ne fait pas la même chose, du tout la même chose dans 15 ans, qu'aujourd'hui, alors même qu'on a un métier qui s'appelle peut-être pareil. Hein. Mais c'est déjà arrivé. Hein. Un ingénieur d'affaires aujourd'hui, l'APEC a fait un travail très intéressant montre qu'un ingénieur d'affaires aujourd'hui doit maîtriser 9 grandes compétences au lieu de 5 il y a 10 ans. Même méthode d'analyse. Et vous avez la subsistance de compétences qui sont liées au métier, auxquelles se greffent d'autres qui sont liées au numérique, à la proximité avec le client, etc. Ça situe l'enjeu. L'enjeu, il sera d'abord sur de la formation, de la transformation et de l'interrogation aussi sur le fond du service. Exactement. Sachant que le contexte que vous avez éclairé auparavant, c'est que la localisation est un enjeu primordial. Voilà. L'ESS, elle est présente partout sur le territoire. Alors, ce qu'on a fait ensuite, quand on a regardé donc, ces emplois exposés, hein, qu'on a isolés dans l'enquête, on s'est dit, mais qui sont-ils ? Et donc, on a regardé les métiers qui sont les plus concernés. Il y a quelques aberrations dans notre étude parce que l'enquête conditions de travail, elle ne permet pas, par exemple, d'appréhender la perception, etc. Mais enfin, globalement, pour avoir une idée, les métiers qui sortent en premier, vous voyez peut-être, vous allez voir bientôt. Donc les métiers exposés, vous voyez en bleu les agents d'entretien, 21%,
Aide à domicile et aide ménagère, pardon, voilà. je focus sur oui. les métiers qui vont nous intéresser beaucoup. Ils y sont, aide à domicile et aide ménagère, des cuisiniers, employés de maison. Vous avez pas mal d'emplois qui sont dans l'industrie, donc qui vous concernent pas du tout, mais il y a quand même pas mal d'emplois là-dedans, on y reviendra tout à l'heure quand je ferai le focus, qui vous concernent. Ce sont principalement des emplois peu ou moyennement qualifiés. Il y en a beaucoup dans l'industrie, pas énormément dans les services. En revanche, les métiers susceptibles d'évoluer, donc dans leur contenu, les 50%. Alors là aussi, on retrouve des aides à domicile et aides ménagères, aides-soignants, employés, agents de maîtrise, employés administratifs, assistantes maternelles. Il y a beaucoup de... ces planches seront à votre disposition, mais il y a beaucoup de métiers qui vous concernent. J'y reviendrai tout à l'heure. Et là, dans les exposés, on trouve un plus grande homogénéité. Il y a beaucoup d'emplois de services. Donc, pour vous, c'est plutôt un très profond enjeu de transformation. On va passer quelques slides et faire le focus sur l'ESS. Ça, c'est pas dans notre rapport, on l'a fait pour vous aujourd'hui. On se dit que vous allez être... impacté, un impact pas nécessairement négatif, impacté positif ou négatif, ou en tout cas de transformation, impact potentiel comme dans le reste de l'économie, ça peut être sur le secteur économique lui-même, sur la banque et assurance, si demain ce ne sont plus des banquiers qui font le métier de banquier d'aujourd'hui, ça peut impacter le secteur en soi. Les conséquences sur l'intermédiation, avec l'apparition des plateformes, l'organisation et les conditions de travail, c'est très très important avec le numérique. On a de la data permanente surtout sur l'activité, sur la traçabilité, sur le reporting qui se fait tout seul, la recherche d'une plus grande efficience, la recherche d'une plus grande agilité des organisations qui est rendue à la fois très possible et très nécessaire dans un monde numérique, le management, la relation client, la relation avec l'usager, la personnalisation des services, tout ça, ce sont, à mon avis, des enjeux dont, je suis sûre que vous êtes des gens emparés, mais qui sont déjà des enjeux cruciaux pour votre secteur. Et ensuite, dans les technologies elles-mêmes, il y en a certaines qui concernent vraiment directement vos secteurs d'activité. Je pense à l'action sociale avec les robots domestiques, les robots d'assistance aux personnes en perte d'autonomie, la santé, la télémédecine, les exosquelettes, les outils de diagnostic, et la formation avec les MOOCs, les Serious Games, les robots éducatifs, etc. Alors maintenant, on a fait l'étude quantitative, on a fait un focus sur l'ESS. Alors si on considère les secteurs, ce qu'on a fait, c'est qu'on a considéré les secteurs les secteurs économiques pour lesquels l'ESS représente plus du tiers, au moins le tiers du total du secteur en France. Et donc on tombe sur action sociale, autres activités de service, dont art, spectacle et activités récréatives. Et donc on arrive pour votre secteur, en supposant que ça se comporte pareil, ce qui n'est pas forcément le cas, compte tenu de votre fort lien avec les territoires, compte tenu du sens que vous donnez à votre activité et à l'emploi, etc. Donc c'est plutôt des bornes très supérieures, à notre avis, pour le cas de l'ESS. On arrive à, dans l'action sociale, emploi exposé 10%, susceptible d'évoluer, donc au contenu transformé 52%, et dans le champ autres activités de service, exposé 7%, susceptible d'évoluer 53%, et dans la sous-rubrique art, spectacle, activités récréatives, etc., c'est 3% d'exposés et 38% susceptibles d'évoluer. Si on regarde maintenant par niveau de qualification, vous voyez les graphiques sur les emplois exposés. On voit que c'est essentiellement, quel que soit le secteur, action sociale, autres activités de service et art spectacle, etc., essentiellement dans les emplois exposés, des emplois sans qualification ou qualification niveau 5. Je vous donnerai tous les détails de ce qu'on a fait pour vous, pour que vous puissiez le regarder plus attentivement.
Et dans les emplois susceptibles d'évoluer, là, c'est beaucoup plus réparti. On voit que c'est toujours, surtout les non qualifiés ou peu qualifiés qui sont concernés par la transformation de leur emploi. Mais vous avez quand même des barres de hauteur significative en niveau 4 et niveau 3. Et donc ça souligne l'enjeu extrêmement profond de formation, d'acquisition de nouvelles compétences dans votre secteur, et évidemment beaucoup pour les non qualifiés, mais aussi pour des gens qui exercent un métier avec qualification. Si on regarde maintenant, toujours pour l'ESS, on a pris quelques métiers qui sont particulièrement présents dans l'ESS. Et là, on a le pourcentage qui est ici concerné, c'est le cumul de ceux qui sont exposés et ceux qui peuvent évoluer, ceux qui concernés par la numérisation, l'automatisation dans le contenu, voire dans l'existence de l'emploi. Aide-soignants, 60%, employés administratifs, alors fonction publique, on l'a pris pour 96%, en gros, c'est un métier qui va être bouleversé. C'est ça. Mais tout ça peut être, et on le verra dans la table ronde tout à l'heure, ça peut être vertueux, puisque on verra l'interrogation que vous avez sur le sens de votre mission, sur le cœur de vos métiers, et puis votre interaction sociale, le service que vous rendez à la société. C'est autant de gisements d'opportunités. Bien sûr, parce que c'est le fait que ce 96% effectivement, le métier va se transformer complètement. Mais a priori, c'est dans un sens d'un meilleur service, d'une meilleure personnalisation du service rendu, d'une plus grande efficacité du travail effectué. Après, il y a des impacts majeurs en termes d'organisation du travail, de conditions de travail et encore une fois, de formation, parce je pense que nos outils de formation, les budgets, la façon de faire, la façon d'impliquer les gens dans le besoin de formation, parce que notamment pour les non qualifiés ou peu qualifiés, on le sait, c'est parmi les gens qui ont le moins d'appétence pour la formation. Donc c'est des chantiers majeurs pour votre secteur, puisqu'on a vraiment pas mal de professions très représentées chez vous, qui vont être très concernées. Donc en conclusion, dans l'ensemble de l'économie comme dans l'ESS, la question c'est moins celle de la fin du travail, etc. Enfin, en tout cas, à brève échéance, on ne pense pas ça du tout. Mais c'est la question de la transformation de l'emploi. Pensez au potentiel de création d'emplois et d'activités, aux nouveaux services que vous pouvez rendre grâce à la numérisation, et à l'automatisation, aux nouveaux produits, aux nouveaux services que vous pouvez proposer. La question des moins qualifiés. Et ça a été souligné par Hugues, votre président Hugues Vigdor tout à l'heure, le potentiel de création d'emplois qui est énorme dans l'ESS, à la fois lié à l'importance des départs à la retraite, aux besoins de sens, aux nouvelles activités qui sont vraiment au cœur de cible chez vous. Aussi un warning sur les conditions d'exercice de l'activité avec le numérique qui qui vous interpelle, j'en suis sûre déjà beaucoup. Voilà, un grand merci. Merci à vous, chère Marie-Claire.